On va passer maintenant à l'instant coaching avec notre chroniqueuse cinéma et rédactrice Juste Focus, Inès Thille. Alors aujourd'hui, Inès, on va nous parler des comédies musicales dans le cinéma. Ça tombe bien. Du coup, un mélange d'art avec la musique et l'importance de la musique dans le cinéma, puisque la musique dans le cinéma a toujours eu une grande importance. Donc, je vais parler de comédie musicale, c'est là que les sentiments s'expriment en chanson ou aussi par la danse, hein, qu'on n'oublie pas. Mais même aux origines du cinéma, le cinéma est devenu sonore vraiment qu'à partir de 1926 avec une adaptation de Don Juan. Mais c'est pas un film parlant non plus, c'était juste un film avec une prise de son directe, mais c'était pas un film parlant. Et même avant ça, avec les films muets, dans les salles de cinéma, à l'époque, on avait ce qu'on appelle un bonimenteur, donc juste quelqu'un qui jouait de la musique en fait, pendant les films. Donc la musique a toujours eu une place prédominante en fait dans l'histoire du cinéma. Et le premier film parlant, c'est une comédie musicale qui s'appelle Le chanteur de jazz, qui est sorti en 1927. Et le chanteur de jazz, comme Don Juan, ça fonctionnait avec une technologie de l'époque qui s'appelait le Vitaphone. Et pour faire court, sans compliquer avec des termes trop techniques, en fait, c'est une synchronisation de la pellicule avec un disque en fait, qui enregistrait. Et à l'époque, les pellicules pouvaient enregistrer que 10 minutes maximum. C'est tout ? Oui, ça a bien changé maintenant. Ah ouais. Mais quoi qu'il en soit, on a une très grande importance de la musique et de la comédie musicale, en fait, surtout dans le cinéma, parce que déjà, rien qu'avec le chanteur de jazz en 1927, le studio Warner joue tout ce qu'ils ont. Si ça avait échoué, on n'aurait plus de Warner à l'heure actuelle, en fait. Donc c'est extrêmement important. Et ensuite, on va dire que la machine se lance petit à petit, puisque aux États-Unis, il y a la culture de la scène, il y a Broadway, qui a une place prédominante depuis des années et des années. Et 1929, c'est vraiment l'année qui lance la comédie musicale aux États-Unis. Donc là, je vais me concentrer vraiment sur Hollywood. Je parlerai un tout petit peu après de l'international. Et en 1929, on a Broadway Melody, qui est le premier film entièrement parlant et qui est donc un film musical, une comédie musicale, puisque Le chanteur de jazz, c'était un film parlant, mais on avait encore des cartons dans les films muets, comme dans les films muets de l'époque. Et ensuite, dans les années 30, la machine est véritablement lancée, puisque on s'inspire vraiment frontalement de Broadway. On est dans l'extravagance la plus totale et qu'en plus on est en période de grande dépression, donc tout le monde en a besoin, les studios le savent et on va en jouer et ça va avoir un énorme succès. Naissent de grandes figures de la comédie musicale, du chant, de la danse. Il y a le duo Fred Astaire, Ginger Rogers, Gene Kelly qui a joué aussi dans des films français, notamment dans Les Demoiselles de Rochefort. À l'international, on a Marlène Dietrich, l'allemande, et en France, on peut très clairement compter Fernandel aussi parmi ces stars. Fernandel, avec Marguerite. Exactement. En 1939 aussi, date très importante pour la comédie musicale, on a Le Magicien d'Oz de Victor Fleming qui sort, film qui coûte très très cher à la MGM, donc le studio Metro-Goldwyn-Mayer, mais qui devient culte. Il a jamais été rentable ce film. Enfin, à l'époque, il n'a pas été rentable. Il a coûté extrêmement cher. En plus, c'était en Technicolor. C'était les débuts du Technicolor. Enfin, du coup, c'était compliqué niveau financement, mais il est devenu tellement culte qu'il est enregistré au registre national de la mémoire du monde et qu'il est aussi considéré par beaucoup d'organisations comme dans les 10 meilleurs films américains qui existent. Et c'est vraiment ce film qui marque le début de l'âge d'or des comédies musicales, qui dure des années 40 aux années 60 et qui se tasse malheureusement un tout petit peu avec l'arrivée de la télévision tout début des années 60, puisqu'on a une vraie bataille entre la télévision et le cinéma. Mais malgré tout, en 1961 sort West Side Story, donc l'adaptation cinématographique de West Side Story. C'est un grand succès. Et on a encore quelques comédies musicales, mais ça commence à se tasser malheureusement. Après, les années 70, c'est une période très particulière dans le cinéma américain, puisque c'est une période d'expérimentation, de rébellion. Même socialement, il y a une libération des mœurs. Et la comédie musicale n'y échappe pas. On essaye des films d'horreur, par exemple La petite boutique des horreurs, qui est un film très intéressant. C'est très intéressant. Les films pour adolescents, Grise, que tout le monde connaît. Et en fait, c'est une vraie
passerelle sociale à cette époque de libération des mœurs, on peut penser au Rocky Horror Picture Show, qui a carrément fait énormément de polémiques, puisque c'est vraiment sur la libération des mœurs. Et à l'époque, ça avait fait une énorme polémique. Ensuite, je vais faire court et je vais avancer dans le temps. On a plusieurs films très importants, iconiques, qui émergent. La comédie musicale existe toujours, mais ça se tasse un petit peu. C'est un peu particulier. Dans les années 80-90, c'est difficile. Voilà, c'est ça. Dans les années 2000, c'est considéré comme un genre plutôt familial parce qu'on a tous les succès Disney. On a High School Musical, Camp Rock, les Cheetah Girls, et j'en passe. Mais ça revient vraiment sur le devant de la scène avec La La Land de Damien Chazelle en 2016, qui est un hommage au vieil Hollywood en plus, tourné en cinémascope. Donc c'est vraiment quelque chose qui rappelle le vieil Hollywood et qui, en même temps, est un pas en avant vers l'avenir d'Hollywood. Du coup, ça ramène le grand public sur la comédie musicale et en même temps, ça rend hommage. Du coup, c'était très important. Après, du coup, j'ai concentré mon étude seulement sur Hollywood, mais il y a des pays à ne vraiment pas négliger, surtout au tout début. L'Égypte, l'Inde et l'Espagne étaient des pays très importants. On a grandi avec Bollywood quand même. Oui, très important. Et dans la période de rébellion, l'Angleterre, le Royaume-Uni est très important. Et la France a connu aussi son propre âge d'or de la comédie musicale. Et je vais en parler puisque j'ai fait une petite histoire de la comédie musicale, mais aussi je vais parler de films que j'aime beaucoup. Et je vais parler brièvement de 4 films qui me tiennent beaucoup à cœur. Je parlais d'âge d'or en France de la comédie musicale. Et cet âge d'or, c'est une seule personne qui l'a déclenché, c'est Jacques Demy, donc un très grand réalisateur français des années 60, qui du coup en 1967 sort Les Demoiselles de Rochefort, avec dans un des rôles titres Catherine Deneuve à l'époque. Et du coup c'est vraiment le maître français de la comédie musicale. En fait, Les Demoiselles de Rochefort, pour le rappel, ça raconte l'histoire du coup de sœurs jumelles qui sont dans la ville de Rochefort et qui vivent des petites aventures. Ça parle d'amour, ça parle d'émancipation, ça parle de jeunesse et c'est extrêmement important. Et il y a un côté aussi un petit peu onirique puisque Jacques Demy, c'est un réalisateur qui joue beaucoup avec les couleurs, qui joue beaucoup avec son décor. Et qui fait rêver. Moi, Jacques Demy me fait rêver. Et c'est pour ça que j'aime autant son cinéma. Et je trouve qu'il a réussi à donner le côté onirique à la comédie musicale française. Ouais. Et je trouve que c'est extrêmement important. Les Demoiselles de Rochefort, c'est disponible sur la plateforme de streaming légal Mubi, après location et DVD. Je vais parler ensuite de All That Jazz, qui est d'une importance extrême puisque c'est un pont un peu entre la comédie musicale sur scène et la comédie musicale au cinéma. C'est sorti en 1979. C'est réalisé par Bob Fosse, donc un homme très important à Broadway, un chorégraphe très important aussi. Ça a été le chorégraphe notamment de Michael Jackson pendant un petit moment. Et All That Jazz, c'est pour le coup, c'est très spirituel, All That Jazz comme film. Vous connaissez ? Non, je ne connais pas. Moi non plus, je ne connaissais pas celui-là. Et c'est un homme qui est proche de la mort, qui va mourir, qui est malade, et qui n'a pas fait forcément des bonnes choses et qui ne s'est pas forcément bien comporté dans sa vie. Il veut se rattraper avant de mourir. Pas forcément, non. C'est plutôt c'est pas vraiment une histoire de rédemption, c'est une histoire de réflexion. Ah. Il ne cherche pas à se repentir, il cherche à réfléchir à tout ce qu'il a fait. Avec tout ce qui va continuer après lui, tout ce qu'il a vécu et tout ce qu'il a ressenti. Et c'est une ambiance qui est très spéciale aussi, très onirique, mais une vraie réflexion sur la mort, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on laisse et sur ce qu'il y a après nous. Ouais. Et c'est un film qui est très important et qui est très très impactant émotionnellement, je trouve. Et qui est aussi, Bob Fosse, c'est une très grande figure de la comédie musicale, c'est une très grande figure du cinéma aussi. Et c'est un film qui est très important et qui lance aussi à l'époque divers courants en fait dans la comédie musicale, mais aussi je trouvais que c'était important d'en parler puisqu'il y a la vraie réflexion sur la vie, sur la mort, sur l'héritage, etc. Je trouve que c'est vraiment très important. All That Jazz est disponible à la location et en DVD, Blu-ray, etc. aussi.
Moulin Rouge aussi, 2001, Baz Luhrmann, une histoire d'amour dans un environnement anachronique, burlesque, complètement survolté. On ne s'interdit rien. Baz Luhrmann, c'est un réalisateur australien qui ne s'interdit jamais rien. Il a sorti Elvis l'année dernière. Il ne s'interdit jamais rien, il se fait plaisir, les couleurs sont chatoyante, ça pète de partout. On entend une chanson de Nirvana reprise de manière orchestrale. Les medleys de Baz Luhrmann sont extrêmement impressionnants. Et puis c'est une histoire d'amour entre un écrivain et une showgirl, la star du Moulin Rouge, une histoire d'amour vouée à mourir. Le film dit, c'est pas du spoil, dans un univers qui est complètement fascinant et qui a une vraie réflexion sur l'amour condamné en fait. Ouais. Voilà. Et après, les amours impossibles ou les amours condamnés? Amour condamné. Enfin, quelque part, c'est impossible aussi, j'ai envie de dire, mais... C'est une autre réflexion, ça. Exactement. C'est des films, en fait, j'ai mis en avant des films qui aussi avancent une réflexion, parce que, ne serait-ce que Jacques Demy, ces films sont toujours assez doux amers dans leur réflexion, pardon, et c'est très important. Et sinon, il y a, j'en ai parlé tout à l'heure, La La Land, du coup, qui est assez récent, qui est sorti en 2016, qui lui a une réflexion. En fait, on suit deux personnes qui se rencontrent et qui tombent amoureux à Hollywood et qui sont en train de chercher à réussir. Il y en a un qui est musicien, l'autre qui est comédienne. Et tout ça dans cette espèce de... pas chosification, mais vraiment toujours cet hommage à Hollywood avec ses tournées dans des lieux très importants, par exemple le Planétarium de Los Angeles qu'on voit dans beaucoup de films très importants du vieil Hollywood. C'est des chorégraphies à la Fred Astaire et Ginger Rogers, c'est une colorimétrie très technicolor, c'est tourné en cinémascope. Couleurs, donc, voilà. Tout en couleur, tout en couleur. Exactement, pour le coup. En tout cas, et voilà. Vraiment, bravo Merci. pour cette chronique, vraiment qui nous a fait rêver. Ah oui.